Donc, bonjour Boris, vous êtes le fondateur de Ethica Mundo et on est ravis de se retrouver aujourd'hui pour cette interview. On va commencer par qui êtes-vous et qu'est-ce que Ethica Mundo et quelle est votre histoire, l'histoire de vos hébergements, de votre concept. Alors, je suis papa de 5 enfants. Je vis en couple avec Émilie depuis plus de 15 ans et en collectif depuis 3 ans ici dans l'écolieu d'Ethica Mundo, basé dans les Cévennes. Je suis un passionné de nature, d'écologie et de civilisation et j'ai mis ma vie à contribution pour pour participer à cette tentative de faire évoluer notre civilisation pour passer de l'ère moderne à l'ère de l'écologie. Je pense que l'écologie étant une science relativement jeune qui a émergé au milieu du 19e siècle, est en train de bousculer notre civilisation moderne. Et j'ai l'impression, en tout cas à la lecture des rapports des scientifiques, qu'il y a un enjeu temporel. Or, une civilisation, on ne la change pas en claquant des doigts. Et on est un peu pris par le temps sur ce coup-là. Voilà, donc je m'efforce tant que bien faire se peut à participer à ce changement. Donc, en l'occurrence, j'ai créé Ethica Mundo il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et depuis 4 ans, Ethica Mundo est un écolieu. Donc, nous, on définit un écolieu comme étant un lieu écologique. L'écologie, à la base, c'est une science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants, c'est-à-dire les interrelations que nourrissent les êtres vivants avec leur environnement. Une interrelation, c'est une relation qui va dans les deux sens. Pour prendre un exemple simple et facilement compréhensible, eh ben, une grenouille, elle vit dans une mare, donc elle a une interrelation avec la mare, c'est-à-dire qu'elle participe au fonctionnement de la mare et la mare participe à l'existence de cette grenouille. Et la grenouille va être en interrelation avec des proies comme des insectes et des prédateurs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'écologie de la grenouille. Et du coup, chez Ethica Mundo, on mène une expérience assez folle, mais qui nous semble essentielle, c'est de parvenir à nous, petits groupes d'humains, revivre exclusivement avec la nature, c'est-à-dire avoir la capacité de se passer totalement du commerce. Attention, pas qu'on rejette le commerce du tout, nous-mêmes, on fait du commerce à travers nos formations. Néanmoins, on pense que c'est absolument nécessaire, étant donné la crise écologique qu'on traverse, de se repositionner dans notre capacité à vivre exclusivement avec la nature. Ça n'est pas un retour en arrière, c'est pas un retour en arrière à l'âge préhistorique ni à l'âge de la paysannerie médiévale. C'est un retour dans la nature, oui, mais avec une projection en avant, parce que contrairement au passé, maintenant, on a les sciences de l'ingénieur, la science de l'écologie qu'on n'avait pas avant. Et si on regarde la nature, justement, il y a déjà eu des animaux et des végétaux qui ont fait des retours en arrière dans les écosystèmes, mais qui ne sont pas revenus en arrière au niveau des espèces. Je m'explique. La baleine, par exemple, et plus largement l'ensemble des cétacés, sont des mammifères marins. C'est-à-dire ce sont des mammifères qui sont sortis de l'eau, mais qui ont décidé de revenir dans le milieu marin sans pour autant redevenir des poissons. Donc je suis convaincu que nous, on peut revenir dans la nature tout en gardant notre capacité scientifique, en y mettant aussi un peu plus d'émotion. On a peut-être perdu l'émotion de la nature. Et on trouve ça aussi dans les plantes. La posidonie, c'est une phanérogame, une plante à fleurs. Donc les plantes à fleurs sont censées vivre à l'extérieur et elle a décidé de revenir dans le milieu marin. Donc on peut revenir dans des milieux sans redevenir les espèces d'avant. Qu'est-ce qu'on propose comme hébergement? Alors nous, on a la particularité d'être sur de l'hébergement exclusif à nos stages. Notre mission, c'est de faire de la recherche pour voir comment on peut revivre totalement avec la nature. Et notre mission inhérente à cette première grande mission, c'est l'éducation à l'environnement. Pour aider ce changement de civilisation à notre petite échelle, on a envie de nous-mêmes se former, mais participer à la formation de tout un chacun. Donc, on propose des stages durant toute la belle saison autour de la découverte de la nature dans sa fonction scientifique, mais aussi dans les capacités d'appliquer l'écologie dans le quotidien, donc au sein d'un écolieu. Comment on fait un potager écologique, comment on restaure un bâtiment avec une démarche écologique, comment on peut utiliser du bois issu d'une forêt gérée de manière écologique et utiliser ce bois de manière écologique, comment on aborde la question des déchets, de l'énergie, de l'alimentation, de l'eau, etc. Toutes ces questions-là, en 5 jours, on les traverse. Et ça, dans un élan collectif, parce que le collectif, bah, c'est la clé de voûte d'un projet qui fonctionne bien. Donc, on apprend aussi à travers toutes ces expériences comment bâtir une équipe solide. Ok.
Waouh, c'est super riche. J'essaie de prendre des notes en même temps. Moi, je sais que à côté, on pourra en reprendre pour faire un débrief aussi sur tout ce que tu nous partages. Mais c'est impressionnant. Je savais déjà, moi, ce que vous faisiez, mais c'est impressionnant de voir tout ce qui est possible de faire. Et j'aime bien le fait que tu fasses le parallèle entre... parce que beaucoup de gens pensent que si on retourne à la nature, effectivement, tu le dis très bien, on retourne aux bases et enfin on régresse entre guillemets, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on peut continuer à utiliser, comme tu l'as dit, nos connaissances scientifiques pour nous développer. Du coup, je sais que c'est historique, Bédicassa pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de proposer vos hébergements et stages sur Bédicassa? Bah, nous, on a envie de se concentrer sur la recherche et l'éducation à l'environnement. Or, comme tout projet, dès qu'il va y avoir une interrelation, en l'occurrence sur l'accueil, il faut savoir faire des choix. Donc, communiquer, on peut communiquer, sauf que ça nous prend du temps pour bien communiquer, d'autant qu'on a envie d'avoir une communication pédagogique. Et Bédicasa propose une plateforme qui fait rencontrer des personnes qui ont envie de partir en vacances. On peut le voir comme simplement partir en vacances, on peut voir aussi comme un temps prédestiné pour justement aller se former, sortir de son quotidien, tenter une autre version de vie. Et Bédicasa le fait bien. On aime beaucoup l'engagement de Bédicasa. Et ensuite, il est important de miser sur des partenaires solides. Sinon, toutes les semaines, vulgairement parlant, il faut changer de partenaire, il faut retrouver des canaux. Or, ça fait un moment que je suis Magali dans ses pérégrinations et je trouve que c'est une personne qui a du caractère, qui a une vision forte et qui a une capacité de résilience hors du commun. Donc, je me retrouve dans ses valeurs. Je suis admiratif de ses capacités entrepreneuriales. Et preuve en est aujourd'hui dans ta rencontre, Alexandre, Magali est quelqu'un qui sait s'entourer. Alors oui, on peut revenir en arrière, dire oui, il y avait un fonds, etc. Bah, qui ne fait pas d'erreur. Et justement, c'est quelqu'un qui a été capable de travailler avec des fonds et qui aujourd'hui a su se réinventer pour contourner des problématiques auxquelles elle a fait face. Donc voilà, Bedi Casa répond à nos valeurs éthiques, répond à notre besoin d'avoir un partenaire sur la communication. Et en plus, l'état d'esprit et la fondatrice du projet, quelqu'un que j'admire, et donc ça coche toutes les cases. Ok, super. Ben, merci pour ces éloges. Magali l'entendra post-production. Et ça me touche que tu dises qu'elle sait s'entourer aussi. Pareillement, je partage toutes les valeurs de Vedi Casa et je trouve que c'est vraiment un projet génial. Donc, on espère tous ben, pouvoir collaborer ensemble pour pouvoir le faire renaître avec une très belle envergure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement des hébergements, des stages et du coup, tu en as dit un petit peu dans l'introduction, mais de ce que vous proposez d'éco-responsables. Donc, tu as parlé de apprendre aux gens le tri des déchets, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus? Ça va même beaucoup plus loin que le tri des déchets, mais je vais y Oui, revenir. Donc, justement. l'hébergement, comme je le disais tout à l'heure, nous, il est exclusif à nos stages. Notre métier n'est pas d'accueillir pour un week-end, par exemple, ou même une semaine exclusivement sur de l'hébergement où les personnes iraient visiter les Cévennes, bien que c'est absolument formidable de visiter les Cévennes. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment l'éducation à l'environnement, en plus de la recherche sur le lien entre les humains et l'environnement. À partir de là, du coup, le choix qu'on a fait, c'est une immersion totale écolieu nature. Donc, on est hébergé en tente pour en fait découvrir une expérience de sobriété en pleine nature et se rendre compte qu'en effet, bah, c'est possible, c'est pas si désagréable et au contraire, on se couche sous le ciel étoilé du parc national des Cévennes qui est classé quand même réserve internationale de ciel étoilé. On entend la hulotte, parfois on entend les sangliers et les chevreuils, on y est quoi, on est vraiment dans cette immersion. Et tout le reste de l'accueil, c'est dans le fonctionnement que nous, on a au quotidien en tant qu'écolieu. Donc ça va des toilettes sèches dans une cabane en bois suspendue, en passant par les repas bio. Tous les midis, on mange des crudités, déjà parce que c'est bon pour la santé, et ensuite parce que bah, chaque jour, ça nous fait chauffer un plat en moins. Donc, comme on accueille à peu près 250 personnes par an et qu'on vit à plus de 10 à l'année,
il faut se rendre compte des économies d'énergie considérables qu'on fait juste par le choix de manger tous les midis, toute l'année, des crudités. Et donc, nous, en fait, c'est ça qu'on arrive à amener comme innovation auprès de nos participants. C'est des fois, il ne faut pas chercher forcément à supplanter les énergies classiques par des énergies dites renouvelables qui sont mieux, mais qui ne sont pas non plus la panacée au niveau écologique. D'ailleurs, des études sortent comme quoi, si on devait partager des énergies renouvelables avec l'ensemble des 7 milliards humains de la planète, ça ne passe pas en termes de disponibilité des minerais. Et ensuite, en termes de l'impact sur la biosphère, ça ne passe pas non plus. Donc, nous, on apporte des solutions où on arrive à se substituer de besoins énergétiques et autres tout en vivant confortablement. Et ce choix de vie, par exemple, par rapport aux déchets, un des plus gros déchets dont on parle peu, c'est les eaux usées. Or, nous, le principe des toilettes sèches, déjà élimine la consommation d'eau potable pour notre hygiène multi-quotidienne. Deuxièmement, eh bien, ne fait pas de rejet d'eau usée. Et troisièmement, au contraire, c'est transformé en ressources pour les sols. Donc, il y a tout bon. Au niveau du choix de manger des crudités, on réduit de la vaisselle puisqu'on a moins de plats cuisinés, on réduit des emballages, ce sont des produits frais, de saison, biologiques. Donc, du coup, on travaille aussi au niveau des déchets à la source, si je peux me permettre de dire ça. Voilà pour l'hébergement. Tout le monde participe aussi à la vie de l'écolieu de manière collective. Vous êtes toutes les trois des femmes. Si on ajoute Magali, vous êtes toutes les quatre. Pour différentes raisons culturelles et circonstancielles, on s'est retrouvé dans une construction familiale où la femme était recluse à la cuisine et aux enfants. On peut peut-être dire, OK, on comprend le pourquoi du comment, mais ça atteint ses limites et ça n'a pas été bénéfique ni pour les femmes et du coup ni pour les hommes. Et il faut repenser ces schémas. Aujourd'hui, les femmes eh bien, ont marqué la volonté et plus que la capacité de pouvoir participer à la construction de la société. Avant, c'était très séparé, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, ça ne tient plus debout. Et du coup, eh bien, nous, pour construire l'équipe, avant même de faire de l'intelligence collective, eh bien, on va partager les tâches. Parce qu'en fait, une équipe, elle est soudée quand elle est dans la complicité avant d'être dans la confiance. Il y a toujours la confiance a priori, mais après la confiance, elle se construit sur le temps. Et elle se construit par la complicité. Et en fait, à partir du moment où tout le monde est dans un élan commun, eh bien, nous, on ne parle plus de tâches, on parle ou de corvée, on parle de soins. En fait, si y en a qui sont à la cuisine, pendant que d'autres nettoient les sols, pendant que d'autres vont ramasser du bois pour le feu, pendant que d'autres s'occupent du potager, eh bien, en fait, ça soulage au niveau de la charge mentale, ça soulage au niveau du temps de travail. Et du coup, on n'a plus cette pression de devoir tout faire, de devoir tout gérer. Et au contraire, eh bien, on reprend plaisir à le faire pour soi déjà avant tout. On aime bien être dans un espace propre et rangé, on aime bien manger, on aime bien prendre soin de soi. Et quand on aime, on prend plaisir à prendre soin des autres. Et quand c'est partagé comme ça, eh ben, la corvée se transforme en soin. Et chez nous, on ne parle pas de soin. Ça ne veut pas dire que des fois, moi ça m'arrive, des fois, je n'ai pas plus envie de le faire. Mais sachant que les autres font énormément pour moi, eh ben, ça me motive dans les moments où je suis un peu fatigué à me dire, allez, je le fais pour faire plaisir aux autres. Et je suis super content de voir que les autres soins sont faits sans que je participe. Donc ça aussi, ça fait partie de l'immersion et de cette expérience. Et là, on se rend compte que oui, à plusieurs, on peut faire beaucoup de choses très simplement. Et du coup, dans l'équipe, ça enlève énormément de problèmes parce que bien sûr qu'il y a des tensions qui apparaissent tôt ou tard, la fatigue, les incompréhensions, les différences de caractère, les différences de parcours, les différences de projection. Mais sachant que tous les midis, eh bien, tout fonctionne par le collectif, on n'a vraiment pas envie que le collectif éclate parce que c'est tout de suite, ça touche notre confort de vie. Donc, on accepte un petit peu on va dire, les mauvais caractères des uns des autres. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'expérience. L'hébergement, pour nous, en fait, on peut le voir comme dormir. Nous, on a envie de l'amener comme habiter ensemble un territoire. Et après, du coup, autour de cet hébergement, bien, il y a tout le projet pédagogique. Là, j'en ai déjà évoqué une partie, mais c'est des programmes de 5 jours, les stages immersion nature et écolieu. Le premier jour, c'est vraiment la découverte de la science de l'écologie en allant faire une balade immersive en forêt où on observe différents écosystèmes pour voir comment ça fonctionne, pourquoi ça se passe comme ça, vers quoi la nature va, comment on pourrait interagir avec la nature, nous les humains, comment on pourrait être bénéfique pour sa biodiversité,
comment nous, on pourrait trouver substance, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des matières premières, sans abîmer ce processus de création de biodiversité et de biomasse. On veut qu'à l'issue de ces 5 jours, nos participants aient des bases solides en sciences de l'écologie. Comme ça, on peut mettre les choses en perspective, on a un point de repère qui est scientifique. Et après, le reste du séjour, c'est là, nous, notre subjectivité d'Etica Mundo, on dit, ben voilà, les choix qu'on a fait par rapport à cette science, ce sont ceux-là. Voilà pourquoi on organise l'écolieu comme ça. Et on embarque nos participants dans la dimension manuelle, puisque bah, dès qu'on veut être écolo, c'est bien de prendre du recul par rapport aux machines, par rapport aux énergies, par rapport aux déchets. Et donc, on fait un maximum avec les mains et de manière collective. Et là, on va dans le potager écologique, on participe à la mise en place, aux semences, aux récoltes, à l'entretien. On va dans le MAS et on va travailler la rénovation de manière écologique dans le MAS. On fait des petites constructions en bois, on fait des petites constructions sans aucune énergie. On utilise des vieux outils où là, on se rend compte sans électricité de tous les gestes nécessaires pour juste couper une planche, l'assembler, percer avec une chignole. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a tellement de... Oui, le génie écologique. Comment on peut aussi designer et aménager la nature pour se protéger des risques de catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes à cause du dérèglement climatique, mais aussi comment justement aider la nature à reproduire de la biodiversité, de la biomasse. Donc on va faire des haies sèches en bois, on va faire un mur en pierre sèche, on va créer une petite mare, ça dépend des besoins du moment. Mais voilà, les participants peuvent participer à tous ces ateliers et autour de ça, tous les matins, on se fait des petites balades dans le parc national des Cévennes, on se fait même une balade nocturne et on finit le stage avec une guinguette où on danse toute la nuit sous le chapiteau. Voilà, des bons moments conviviaux, marqués évidemment avec le rythme des repas qui rassemblent tout le monde. Et là, voilà, on blague, on raconte nos anecdotes, on raconte nos vies. Voilà un petit peu pour la présentation de nos stages immersion nature et écologie. Ok, super. Ça donne envie. On est déjà parti avec toi. Et du coup, ben, tu l'as déjà un petit peu dit au travers de ces 5 jours, mais qu'est-ce que vous avez envie, si tu devais donner un mot en particulier, je l'ai bien senti, en tout cas, cette expérience, ce partage, qu'est-ce que vous avez envie de partager justement avec vos voyageurs, vos stagiaires? Nous, on les appelle les Bedi Travelers. Alors nous, ce qu'on a envie de partager, c'est justement à la fois de prendre acte de la situation, de vraiment prendre conscience qu'on est à la fois dans un risque et dans une opportunité. Le risque, il n'est pas identifié par des ayatollahs de je ne sais quelle secte, c'est des consortiums internationaux de scientifiques. Et là où certains pensent que ça a un coup monté pour maintenir les populations dans la peur, bah, le problème, c'est qu'en fait, des hautes sphères jusqu'au terrain, dès qu'il y a des regroupements scientifiques qui étudient les phénomènes naturels, on se rend compte que oui, il y a une évolution qui n'est pas du tout bonne pour nous et qui est liée aux conséquences de nos activités humaines. Et nous-mêmes, au niveau de l'écolieu, on s'en rend compte. Donc ça, c'est un peu la partie plus obscure et qui pourrait faire fuir le côté vacances sympa. Ben oui, mais à un moment, il y a un problème général, il faut le regarder en face. Et après, la partie opportunité est géniale et qui remet du baume au cœur, c'est la possibilité que nous avons de réagir de manière fun, de manière enjouée, de manière collective. Oui, il y a du boulot. Oui, parce qu'on n'est plus du tout adapté à ça. Nos territoires ne sont plus du tout adaptés à un fonctionnement naturel. Et en plus, il y a beaucoup de choses à réinventer puisque les paysans avaient un savoir-faire de fou, mais pas toujours avec le caractère scientifique. Donc des fois, il y a des bonnes choses, puis il y avait des choses des fois un peu mystiques qui tenaient pas trop la route. Pas que la mystique n'est pas intéressante, hein, mais des fois, c'était plus de la croyance que de la science. Et puis après, bah, eux-mêmes, avec les connaissances qu'on a acquises maintenant, auraient bien aimé avoir ces connaissances. Je pense à l'habitat paysan avec des toutes petites fenêtres parce que bah, on ne faisait pas des vitres comme on en fait aujourd'hui. Donc on manquait de lumière, souvent c'était humide, c'était froid. Donc on peut, même au niveau de l'agriculture, on avait tendance à segmenter l'agriculture. On faisait de la châtaigne, de la cerise, de l'oignon de manière séparée, alors qu'aujourd'hui on peut mélanger tout ça, on sait beaucoup mieux maîtriser les choses. Donc on a aussi envie de dire, enfin on a envie de dire, attention, il y a un risque, ne passez pas à côté. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on peut fermer la porte du boulot et la porte des problématiques du monde entier. Au contraire, c'est peut-être l'occasion de faire un pas de côté. Et deuxièmement, mais regardez combien ce pas de côté peut être épanouissant et émancipateur.
Et c'est ça vraiment qu'on veut semer comme graine. Et là où on est vraiment satisfait et content, c'est qu'il y a énormément de gens qui reviennent de notre stage et qui disent, OK, je suis déterminé pour changer ma vie. Et ça, c'est fort. 5 jours. Et soit les gens arrivent et sont déjà un peu convaincus et c'est le propulseur, soit les gens sont curieux et là repartent en se disant, ah ouais, je prends conscience des choses. Mais en plus, je suis motivé. Je repars pas triste, je repars super motivé pour y aller. Et là, ben, c'est qu'on a rempli notre mission. Complètement. Ça, c'est sûr, c'est les meilleurs retours, je pense. Du coup, enfin, voilà, on comprend que vous partagez vraiment les valeurs que Betty Cassa veut prôner. Mais pour Ethique Mondo, qu'est-ce qui est le plus important quand on fait de la location, mais vous, dans le cadre des stages, courtes ou longue durée, donc vous, c'est plutôt court puisque c'est 5 jours, mais après, vous y vivez aussi pour certains à l'année. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ces valeurs-là pour accueillir Alors nous, on a vos- trois grandes valeurs qui définissent l'écolieu. C'est écologie, confort et merveilleux. C'est notre objectif et c'est ce qui fait tous nos choix d'infrastructure et de consommation quotidienne. Donc, quand on ne va pas avoir un choix écologique, parce que ça arrive, ça peut être à cause d'une question de temps. Le choix de l'écologie est souvent sur une autre temporalité, beaucoup plus longue, et des fois on n'a pas le temps. Ça peut être pour des questions de budget, des fois, tout simplement. Il faudrait qu'on ait un intervenant très technique pour une manière particulière d'aborder notre problématique. Et là, ben, on n'a pas le budget. Parfois, c'est par un manque de compétences. Là, il y a une solution écologique, mais on n'en est pas sûr parce qu'on ne va pas trouver la littérature adaptée à ces circonstances-là et on ne trouve pas de gens experts dans cette compétence dont on a besoin. Et des fois, on s'abstient en se disant on n'est pas assez euh, connaisseur, donc on ne va pas prendre le risque. Mais sinon, en dehors de ces... ou alors, quatrièmement, s'adapter aussi à notre société. Notre choix est suffisamment atypique, j'ai envie de dire radical, c'est-à-dire dans la volonté d'aller à la racine, qu'on n'a pas non plus envie de s'exclure de la société. De la société. On a envie de faire un pas de côté parce qu'on pense que notre société moderne ne va plus dans un sens adapté aux vivants, sinon on ne vivrait pas la 6e extinction massive d'espèces, c'est quand même pas rien comme données. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a envie de se mettre dans notre coin et de ne plus faire avec les autres. C'est pour ça qu'on fait de l'accueil. Donc parfois, pour assurer un confort d'accueil, pour rassurer les gens qui pour la première fois viennent dans notre monde, on fait aussi des choix qui ne sont pas toujours les plus écolos pour dire hey, tranquille, on va passer une étape ensemble, regardez, vous avez votre zone de confort. Deuxièmement, le confort. Alors là, on est un peu dans un intermédiaire. On est en train de voir justement à pouvoir récupérer un autre espace pour les personnes pour qui le côté bivouac, même 4 étoiles, peut être insuffisant par rapport à l'âge, par rapport à l'état de santé, par rapport à l'habitude, par rapport au code culturel. Donc là, on est sur un intermédiaire. En mode bivouac, c'est très confort. Pour les gens qui n'ont jamais fait de bivouac, ça peut sembler un peu rude. En tout cas, nous, notre aboutissement, c'est que l'expérience puisse être totalement confortable de A à Z. On est aussi en transition. Hein. L'écolieu se construit encore au fur et à mesure parce que on a envie de montrer que l'écologie peut être très confortable. Comme derrière moi, vous apercevez un fond de pièce. On y a mis du temps. Aujourd'hui, cette pièce, elle est super confort, tant l'hiver que l'été, sans même mettre des énergies dedans. On n'a pas de ventilation, on a un poêle en cas de sécurité, mais l'hiver, elle est chaude naturellement et l'été, elle est fraîche naturellement. Voilà, donc en fait, pour dire qu'il faut arrêter de dissocier écologie de confort, c'est pas vrai. Ça peut sembler inconfortable parce qu'on est en train de faire les premiers pas et tout aventurier, tout pionnier tâtonne. Donc, ce n'est pas encore le confort parfait, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a eu des progrès considérables et on peut commencer à toucher des zones de confort agréables. Et il ne faut pas oublier que, justement, dans la nature, toutes les espèces évoluent, c'est le darwinisme, en fonction de l'évolution des circonstances. Et pourquoi les espèces évoluent en fonction de l'évolution des circonstances? Ben parce qu'elles cherchent toujours une zone de confort. Donc, il faut arrêter de dire que l'écologie, c'est antagoniste au confort. Absolument pas vrai. Et quand on voit justement le modernisme ou le lambda, c'est un appartement tout fin avec des parpaings qui doit être ventilé l'été pour avoir froid, qui doit être chauffé l'hiver pour avoir chaud, qui n'est pas très sain à respirer dans des environnements urbains qui ne sont pas
pas gai au niveau de la santé, hein, 40 000 morts par an en France à cause de l'air. Bon, on ne peut pas dire que le modernisme, oui, il permet l'allongement de l'espérance de vie, c'est vrai, par assistance médicale, hein. Si on regarde les données de l'INSEE, c'est 60 ans la moyenne pour l'espérance de vie sans assistance médicale. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc, voilà, il faut arrêter de séparer l'écologie du confort. Et le troisième mot, c'est le merveilleux. Bon, bah, la nature a ce côté, même si elle a un côté dangereux, elle a un côté merveilleux. On est tous charmés par une œuvre merveilleuse, par des gens merveilleux. Donc, pour nous, le côté merveilleux, c'est important, voilà, d'y œuvrer. Et donc, ce sont nos trois mots clés qui font tous nos choix, en fait. Ok, c'est super. On a plein de chiffres clés et la traduction de chacune de vos valeurs, c'est génial. Bon, j'ai pas réussi à tout prendre en note, mais je réécouterai et je pense que À la Benoît et vidéo. Solène voilà, seront là pour compléter. Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter avec un de tes stagiaires voyageurs qui t'a marqué, ou plusieurs histoires, hein, si tu en as plusieurs? Il y en a une kyrielle d'histoires. Oui, je pense par exemple à un couple qui est venu chez nous la première année, donc en 2019, et Thomas et Manuela, et qui nous ont annoncé souhaiter changer de vie sous 2 à 3 ans et donc commencer à venir à notre rencontre, voir comment ça se passe dans un écolieu. Donc, il passe 5 jours avec nous. C'était au tout début. Alors là, on était vraiment dans la base de base vis-à-vis de l'écolieu. On faisait avec nos stagiaires la mise en place de l'écolieu pour leur montrer comment démarrer, parce qu'on a fait ce choix aussi de montrer non pas un produit fini, mais un produit en transition, parce que c'est là où les gens se projettent. On ne voulait pas dire « Oh, regardez, c'est trop bien un écolieu et tout est fini, il n'y a plus rien à faire » et les gens se jettent à l'eau et puis se rendent compte de la mise en place. C'est important de parler vrai. Et du coup, en fait, au bout de 5 jours, ils nous disent, bon, bah, on pensait mettre 2, 3 ans, on va mettre 2, 3 mois. Déjà, c'est génial. Et puis voilà, on se rend compte qu'il faut agir maintenant. Donc, 2, 3 mois après, ils nous envoient un petit message, ouais, ça y est, on a trouvé où est-ce qu'on va s'installer. Et puis, le Covid arrive, juste la saison d'après. Et là, on reçoit un message en mode bébé est arrivé. On est dans le jardin avec bébé. Merci parce que sans vous, on aurait été coincés comme tous les Parisiens dans un appartement à tourner en rond. Or là, on est à la campagne et en fait, à part le côté dramatique du Covid, on vit une vie extraordinaire. Donc ça, c'était un très chouette témoignage. Dès la première année, ça montrait combien on amenait de bénéfices à nos voyageurs parce que ce n'était pas juste une super expérience, un super moment et des super souvenirs, ça a permis d'apporter un élément clé dans la vie d'un couple. Mais là, je prends une anecdote, il y en a plein. Je pense aussi, par exemple, à Victor, alias Duduche, qui, lui, vient la deuxième année, se régale, et après, vient me voir à la fin du stage, dit j'aimerais bien revenir, est-ce que vous faites du volontariat, tout ça? Je dis oui, on fait du volontariat. Du coup, il revient 2 mois en volontariat, ça se passe super bien. Il est élève ingénieur aux mines à l'Est. Et du coup, ça se passe très bien. Il travaille sur l'étude thermique de la maison. Puis il part en Erasmus et de nouveau confinement. Son Erasmus est annulé et du coup, il m'appelle en me disant est-ce que je peux venir pour le confinement chez Etica Mondo? Je dis oui, bien sûr. Donc on prolonge l'étude et finalement, il se passionne pour cette étude et il propose de faire son projet de fin d'études, son PFE, pour être diplômé ingénieur aux mines, chez Etica Mondo. Et finalement, il va s'en sortir avec brio dans son devoir, pourtant un devoir qui provoque un débat au moment de son rendu, puisqu'il va amener des éléments qui vont à contresens de l'industrie en disant l'industrie a tendance à uniformiser la nature puisqu'on a besoin de gros volumes de matières premières. Or, la nature fabrique de la biodiversité, ne s'uniformise pas. Donc, non seulement son devoir a été excellent, mais en plus a amené un débat scientifique super riche. Et finalement, eh bien, maintenant, il est permanent chez Etica Mondo. Ça fait plus de 3 ans qu'il vit avec nous. Et il fait les ponts entre les Minales et Etica Mondo. Donc, chaque année, maintenant, on accueille des missions d'élèves ingénieurs. Cette année, on couvre 4 missions. On est la structure qui propose le plus de missions aux Minales. Et à partir de l'année prochaine, il sera professeur aux Minales sur les questions environnement, développement durable et biodiversité. Donc là, il y a quelque chose qui se crée à partir d'un petit stage. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, la troisième anecdote, c'est Guilhem et sa sœur.
qui viennent en stage et Guilhem, enfin les deux kiffent leur stage. Meline a 18 ans à ce moment-là, donc ça lui fait poser plein de questions. Et Guilhem, lui, a quasi 30 ans. Il est cadre chez Deloitte, il bosse à la défense, il a un super salaire, il a une vie confort. Sauf que ça le marque profondément. Il est loin d'être stupide, il sait très bien la situation écologique de la planète. Et à la fin du stage, quand on fait le retour de tous les participants, il dit bah, moi, je m'engage dans 48 heures, je pose ma démission chez Deloitte et je viens volontaire chez Etika Mondo. Et il l'a fait. Alors, Deloitte lui a demandé de rester 3-4 mois de plus. Comme il avait des très bonnes relations avec sa chef, il a accepté pour former quelqu'un. Il est parti proprement, voilà, parce qu'on a de l'élégance chez Etika Mondo et Guilhem est quelqu'un de très attentionné à l'égard des autres. Et depuis, il est permanent chez nous et il a complètement changé de vie. Emeline, qui était urbaine, qui faisait de brillantes études en linguistique, bah, a complètement changé et aujourd'hui étant BTS agricole, gestion et protection de la nature, et donc a complètement pivoté dans la construction de sa carrière de vie. Voilà, et je vous prends des exemples, les premiers qui me viennent, ceux qui ont construit aussi l'équipe, mais on en a plein des exemples comme ça. C'est super. Enfin, juste en 3 exemples, on voit l'ampleur du résultat de seulement 5 jours, finalement, ce que peut faire, ce que peuvent changer dans la vie des gens. Et je pense qu'il faut encore plus de personnes qui prennent, qui prennent le pli, finalement, qui se donnent envie et on espère avec cette interview et toutes les autres actions que vous mettez en place et qu'on met en place au sein de Medicasa, qu'il y aura de plus en plus de personnes qui prendront conscience de ça et qui le feront de plus en plus naturellement. Une question un petit peu pratique technique. Les voyageurs, les stagiaires, ils arrivent plutôt chez vous en train, en voiture ou en avion, en vélo? Alors, eh bien, nous, on demande en effet d'éviter les transports les plus polluants. Et du coup, par semaine, on a en moyenne 20 stagiaires et on n'a pas tout à fait une moyenne de 2 voitures par séjour. La plupart des gens viennent en effet en train, puis en bus. Et le bus amène directement au Vigan, donc au village pas très loin de chez nous. De là, nous, on vient avec une navette, on récupère tous les sacs et on part pour une rando d'une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction du rythme des personnes pour arriver à pied à l'écolieu et puis tout de suite en prendre plein la vue, se remplir les poumons, décompresser du voyage. C'est une belle expérience de faire ça comme ça. Après, on accepte quand même les personnes qui viennent en voiture, à condition voilà, qu'il y a un petit peu des raisons valables, mais bah, des fois, des personnes ont besoin de se déplacer dans d'autres zones de campagne qui ne sont pas couvertes par des trains ou qui ont des horaires de bus compliqués. C'est aussi la réalité, malheureusement, de nos territoires. Ce qui est dommage, depuis le temps qu'il faudrait que les gouvernements réagissent, mais bon, et encore, nous, dans notre région, on est plutôt bien lotis. Ou alors, des fois, il y a des personnes qui transportent du matériel, qui sont entre une tournée artistique ou autre profession et qui préfèrent avoir le matériel avec eux. Voilà. Donc, c'est pas interdit, mais on arrive à avoir un standard très haut en qualité de transport. Et parfois, c'est plus rare, mais on a des cyclistes qui viennent. Je pense à Eva Combe, d'ailleurs, j'aurais pu en parler juste avant. Je me permets de la nommer puisqu'elle assume sa notoriété dorénavant, mais qui est partie à vélo avec ses 2 enfants. C'était en 2019. C'est une personne qui travaille chez EDF et qui a créé au sein d'EDF un comité sur la réflexion de l'avenir d'EDF et notamment pivoter sur tout ce qui est sobriété énergétique, renouvelable, décroissance énergétique et ça a fait suite à son itinéraire au sein de plusieurs écolieux. Donc, elle est arrivée à vélo. Mais depuis, chaque année, on a des participants qui viennent à vélo en plusieurs étapes et c'est arrivé que Etika Mondo soit l'objectif final ou fasse partie d'une itinérance. On a même eu quelqu'un qui est venu à pied, qui s'est fait un gros pèlerinage et qui est venu en stage à pied. Voilà, tout est Ok. ouvert. C'est super ça de proposer. Je trouve que l'expérience puisse démarrer dès le départ. On récupère vos sacs et on y va en rando, on découvre ensemble la nature. C'est génial, quoi.
On est direct en immersion, comme un peu cette déconnexion. Il y a aussi cette notion, on n'en a pas encore parlé, mais je ne sais pas si vous l'abordez aussi dans l'écolieu, mais cette notion de déconnexion digitale, d'essayer de passer le plus possible en mode avion et de se déconnecter de tout ce qui est énergivore pour nous. Ça aussi, ça participe, je trouve, à l'écologie. Et dans notre société actuelle, on a vraiment du mal à ça. Enfin, moi, je sais que, par exemple, bah, c'est mon métier d'être sur les réseaux sociaux, de communiquer, etc. Et c'est très, très compliqué de se détacher de ton téléphone. On est tout le temps sollicité et tout. Est-ce que vous proposez, donc là, je pars un peu en dehors de mes questions préparées, mais est-ce que vous proposez ces choses-là, justement, de déconnexion digitale? Alors nous, on a quelques lignes rouges, il y en a peu, et dans les lignes rouges, on demande à ce qu'il n'y ait pas de prosélytisme, parce qu'on pense que pour transformer notre société, il faut se rassembler plutôt que de se séparer. Donc on n'interdit pas l'usage du téléphone parce que ça marquerait, à notre avis, une forme de prosélytisme. Déjà, il y a des repas en commun avec des crudités, il y a des choix, déjà des choix qui sont forts pour un public qui n'a pas l'habitude. Donc, on laisse ouvert là-dessus. Néanmoins, évidemment, on invite à profiter de cette semaine pour couper son téléphone. Et en fait, tout le monde joue le jeu. Et quand tu arrives 18h, que c'est le moment du petit apéro, etc., bon, bah, les gens qui ont besoin d'appeler des enfants, des parents, le font. Mais on ne voit personne, à part des fois bah, l'adolescent qui suit les parents, qui vient plus parce que les parents lui ont demandé de venir et les parents culpabilisant un peu parce que c'est toujours un peu délicat. Il faut pas. Là, je donne une vision angélique de l'écolieu parce que c'est vrai qu'on réussit de belles choses, mais tout n'est pas facile. Et convaincre un ado de 15 ans qui est pas du tout convaincu par la démarche n'est pas toujours facile pour des parents. Donc déjà, le fait que l'enfant vienne, il faut aussi le mettre en C'est zone de déjà bien. confort. On aura envie de lui couper le téléphone, ça lui rendrait service, mais ça pourrait être trop frontal aussi. Donc des fois, on a l'ado qui va regarder son téléphone. Néanmoins, ça permet aussi de créer une confiance. Et moi, ça m'est déjà arrivé de demander à des ados de dire, bon allez, je sais que tu n'es pas le plus à l'aise dans cette expérience, mais écoute, tu as vu, on est sympa. S'il te plaît, demain, j'aimerais vraiment que tu le fasses par amitié pour moi. Je voudrais vraiment que tu me suives et que tu laisses ton téléphone de côté. Et ça marche en fait, parce que bah, Mm. de créer Ils ce sont en cercle de confiance. confiance, Mm. voilà, d'accepter une part d'incohérence permet de ne pas tomber dans le truc secte, entre guillemets, qui serait vraiment on n'avait plus le droit de rien faire. Je sais que certains endroits le font et que c'est pas pour autant qu'ils ont ce Mm. positionnement-là. Attention, hein, je veux pas dire, enfin, je veux pas qu'on comprenne mal mon propos, mais je trouve que quand on demande déjà beaucoup en termes de changement, c'est important que les gens puissent se sentir revenir à des réflexes s'ils en ont besoin. En tout cas, là où je suis très content, c'est que du coup, ouais, à l'apéro, on voit, hop, il y a le petit message rapide, mais les gens ne l'utilisent pas, non pas parce qu'on interdit, mais ne l'utilisent pas parce qu'ils en ont moins envie et qu'ils sont hyper sollicités par cette expérience. Et ça, je trouve que c'est un bel Bah, indicateur. c'est mieux limite parce que c'est naturel pour eux finalement. En C'est fait, de ça. dire, ben, en fait, j'en ai pas besoin là, je vais checker vite fait mes mails ou je vais envoyer vite fait un message, comme tu dis, pour prévenir que tout va bien. Et puis après, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de tout immortaliser en prenant des photos. Je vis mon expérience pour moi, quoi. Donc, elle se fait plus naturellement et c'est ça qui est encore plus fort. Et c'est très fréquent des gens qui disent, oh mince, j'ai pas pris mon téléphone, je voulais faire des photos. Mm. Et ça, c'est génial parce qu'on leur dit, ouais, bah, les meilleures photos, tu les as en tête. Mm, mm. Et puis voilà, après, on partage les photos, on partage les notes et ça permet quand même d'avoir plein d'éléments pour garder Les souvenirs. Bah, ouais, garder des souvenirs. On les a en tête, on les a dans l'émotion, mais voilà, garder des souvenirs tangibles. Mais ça, c'est chouette. Quand on entend ça, d'ailleurs, même la personne se rend compte que, ah, j'ai oublié mon téléphone. Waouh, mais moi, j'ai oublié mon téléphone alors que je vis tout le temps avec. Ça me fait du bien, en fait. Ouais, c'est super. Une question un petit peu plus large. Comment est-ce que toi, tu vois le tourisme d'ici 5 ans? Ou tu espères. Alors, 5 ans, ça peut être à la fois loin et à la fois court. Donc, je vois deux scénarios possibles. Soit ça n'a pas énormément changé parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un changement massif encore. Et donc, si on restait dans une certaine, dans la moyenne actuelle, je veux dire en termes d'accès aux énergies, donc prix des transports,
la capacité d'avoir ces infrastructures techniques, etc. Je vois pas trop de changements, à moins qu'on ait de nouveau un virus ou une crise économique. Je suis pas certain, malheureusement, que la prise de conscience, et même si la majorité des populations maintenant ont entendu parler des enjeux écologiques, entre l'intention et l'action, j'ai l'impression quand même qu'il y a un fossé. Alors nous, on a une croissance assez délirante, mais ça reste minoritaire à l'échelle du marché global. Donc si les choses restent stables, dans 5 ans, je pense que le tourisme éthique aura gagné des parts de marché, mais je ne crois pas à une croissance forte. Néanmoins, je crois plutôt qu'il y a de fortes probabilités pour que d'ici 5 ans, on ait malheureusement des circonstances qui nous bousculent. Nous, on le voit avec l'inflation. Aujourd'hui, on a énormément de demandes de stage et ce qui freine le maximum, ce n'est pas notre réputation, quoi, c'est le prix du billet de train. Voilà. Et par rapport au pouvoir d'achat. Et là, alors, nous, on ne peut plus rien actionner. Donc, les gens essaient de s'organiser en stop, en covoiturage. Mais c'est un frein parce que on touche tout le territoire national et francophonie européenne, donc Belgique, Luxembourg, Suisse. Et en effet, les billets de train, là, sont de plus en plus compliqués pour pas mal de familles. Donc ça, du coup, je pense que ça peut avoir des impacts pour des organismes comme nous, eh bien, pour une relocalisation de la chalandise. Là, on voit, avant, on avait une très forte, jusqu'à l'année dernière, une très forte proportion de Parisiens et de la partie nord de la France, enfin, moitié nord de la France, en incluant Lyon. Et là, je vois que depuis le mois de mars, eh bien, on a un taux de 80% de la partie sud et à 150 km de l'écolieu. Donc, ce qui s'est passé récemment entre la réforme des retraites liée à une inflation galopante a tout de suite marqué notre marché. Donc, ça, je pense qu'on va être face à des situations qui fait que nous, on est déjà en train de réfléchir à, en effet, travailler à la localisation, ce qui est hyper cohérent. Et ensuite, je grince des dents sur les incidences climatiques. Là, cette année, il y a plein d'amis qui Désolée, il y en a un qui bonjour. veut participer activement à l'écologie. Voilà, très très bien, bienvenue. Euh, et donc là, on le voit, depuis cet hiver, il y a très peu d'eau qui est tombée. Donc ça a des conséquences sur la production agricole, donc les prix. Et donc, les possibilités, enfin, si les prix alimentaires augmentent, les gens vont évidemment baisser dans leur porte-monnaie des dépenses annexes. Et, et le tourisme, même si les voyages forment la jeunesse, ça, c'est pas la priorité pour les citoyens qui ont d'abord besoin de manger, de s'héberger, de mettre l'argent dans les transports pour aller travailler. Donc, je crains plutôt une contraction en termes de tourisme. Ceci dit, ça peut avoir un effet bénéfique dans le sens que je pense que si la conscience ne marque pas plus le tourisme au niveau international, je pense que lié avec des chocs comme le Covid, le dérèglement climatique et le coût des transports, va faire que ça va énormément se relocaliser. Le marché français va aller consommer français. Voilà ce que je vois venir. Et après, ce que j'espère, j'en suis moins sûr, mais ce que j'espère, c'est qu'en effet, il y a vraiment une prise de conscience plus forte et qu'on passe à un tourisme beaucoup plus pour bifurquer, pour justement vivre des expériences comme Etika Mundo, prendre conscience et commencer à s'initier, profiter de ses vacances pour se former, pour que tout un chacun se réorganise par rapport aux enjeux qui nous traversent et puis de nouveau par rapport aussi à cet épanouissement possible. Moi, vraiment, si je fais ça depuis 25 ans, c'est parce que je gère un risque, mais aussi parce que je m'éclate. C'est vraiment épanouissant comme choix. Et donc, j'aimerais bien, là, c'est plus voilà, mon espérance, qu'on passe à un tourisme beaucoup plus basé sur des expériences d'éducation, des expériences de vie formatrices et capables d'aider les gens à changer de vie, plutôt que juste ce que j'ai fait moi aussi, hein, aller découvrir des sites fabuleux, vivre des expériences, mais plus consommatrices. Ouais, et du coup, ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit par rapport à la conscience, profiter de ses vacances pour se former et aussi de l'inflation.
Je suis désolée, il y en a un qui veut vraiment Il n'y a s'exprimer. aucun souci. De se dire que en fait peut-être que ces personnes-là elles vont avoir envie en fait de ben comme tout augmente etc., de se dire bah comment est-ce que je pourrais m'autosuffire et donc se former là-dedans finalement aussi petit à Ah, petit. mais clairement, nous, notre public, c'est un public, comme on dit, qualifié. Il y a quelques curieux qui le font voilà, par simple curiosité ou qui accompagnent quelqu'un. Mais la majorité de notre public est un public qui a bien conscience de ses enjeux et qui a très bien compris que, outre le plaisir, outre tenter de bifurquer pour mener un mode de vie moins impactant négativement pour la nature, bah, qui a tout intérêt en effet à se former, à faire son jardin, à apprendre à bricoler, etc. Parce que on fait des économies mais considérables. Moi, combien de fois j'ai rattrapé des personnes qui me disaient j'hésite à venir cette année ou l'année prochaine parce que là en ce moment on fait des travaux. Et je réponds, vous savez, nos stages, en fonction de la période à laquelle vous réservez, ça vous coûte entre 400 et 700 euros. Vous allez les économiser dans le premier trimestre de vos travaux parce que Bah vous allez oui. faire des choix différents, vous allez savoir quels outils acheter, vous allez savoir quoi prioriser comme travaux et l'impact aussi dans le choix technique de votre maison, c'est aussi bah, des économies sur la chauffe, des travaux bien faits, c'est des économies sur des erreurs. Et, du coup, le retour sur l'investissement, il est mais immédiat. Et ça, en effet, c'est très parlant. Maintenant, je remarque que malheureusement, c'est vraiment une petite minorité. C'est dommage parce que tout un chacun est gagné de se faire plaisir dans un séjour de 5 jours, dans un endroit remarquable, un parc national, réserve de biosphère, patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve internationale de ciel étoilé, un endroit atypique, donc des vacances originales. Après, il y a un rythme, hein, c'est un stage, mais on sort de là serein en ayant acquis beaucoup de choses. Beaucoup de gens nous disent c'était intense et c'est marrant, je sors serein de là. Bah ouais, parce qu'il y a des éléments qui sont posés qui répondent à des questions fondamentales et il y a un retour sur investissement qui est clair et net. Donc, moi, j'espère que on va grandir encore plus vite. Évidemment, bah, parce que je suis jugé parti et que j'adore ce que je fais, mais aussi parce que je pense que c'est clairement utile et pour la planète et pour les familles, bien sûr. Ouais, complètement. Je suis en train de renoter tout ce que tu dis, mais moi, je suis complètement d'accord et j'espère aussi qu'on va tendre vers ça et que les gens comprendront les bénéfices contre les contre-indications ou les contraintes qu'ils pensent être, parce que c'est des contraintes à court terme, comme ce que tu disais, les travaux ou autres, alors que finalement, l'investissement de 400, 700 euros, ben, pour leur avenir, ça peut être que bénéfique. Bah, Euh, on le voit, quelqu'un qui mange bio, par exemple, c'est facilement 200 à 300 euros par mois. mm, Un jardin bien fait, vous économisez facilement 1000 à 2000 euros par an. Bah voilà, le calcul mm, est vite fait. Euh, le calcul est vite fait sur l'investissement, sur un stage, et on parle que du potager, hein. Alors que nous, on travaille sur les énergies, sur les déchets, sur l'eau, sur le bâtiment, sur la gestion de la nature. Et parfois, on nous dit, bon, moi, je suis urbain, et est-ce que ça va impacter? Bah déjà, oui, par rapport à un choix de vie, par rapport à des pratiques qu'on peut avoir à la maison, même si en effet, dans un appartement, dans un immeuble, c'est moins évident. Mais la question se pose, pourquoi je suis là, pourquoi je vis ça? Et ça, c'est une question fondamentale. Donc, quand je vois justement Thomas et Manuela qui maintenant sont revenus nous voir avec des étoiles dans les yeux, ils vivent une vie vraiment géniale, ils ont une auberge maintenant dans la Drôme. Combien ça vaut d'être heureux? Combien ça vaut d'avoir fait le bon choix dans sa vie? Combien ça vaut d'avoir pivoté au bon moment? De se dire, parce que qu'on soit clair, des fois on nous dit oui, mais tout le monde ne peut pas le faire ce stage, bah, tout le monde ne peut pas partir en vacances. Et moi je le regrette. Et on a accueilli des jeunes de quartier, on a accueilli des foyers ruraux, parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers que les gens ne partent pas en vacances. Nous, dans nos campagnes, il y a des gamins qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Donc on a même accueilli des réfugiés afghans. On accueille des populations qui ne peuvent pas partir en vacances en lien avec des associations. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait les inégalités sociales, elles sont là. En tout cas, pour celles et ceux qui peuvent se permettre de partir en vacances, je pense que ça vaut le coup quand même de s'accorder une semaine dans l'année pour des vacances utiles et se poser la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis vraiment heureux dans cette vie? Et qu'est-ce que je laisse comme trace? Parce qu'on veut laisser un capital à nos enfants, ce qui est tout à fait logique et plutôt de bon sens. Mais le capital, il n'est pas que financier. Si on leur laisse une planète dégueulasse où ils ont à peine 20 ans encore à vivre, on les envoie au casse-pipe.
Or là, on touche un côté pratique avec retour sur investissement parce qu'on apprend très vite à faire des choses, mais on se pose quand même des questions essentielles. Et je ne vais pas cacher, il y a plein de gens qui viennent chez Kitika Mundo qui disent, je trouve ça génial, moi je ne ferai pas comme vous parce qu'aujourd'hui ça me paraît trop par rapport à là où j'en suis, mais ça me donne plein d'idées et j'ai envie de trouver un intermédiaire. Mais en tout cas, ça aide à vraiment prendre position sur ces sujets importants et voir quel épanouissement on a envie de se donner, on a envie de donner à sa famille pour le reste de notre vie. Et ça me convient. Complètement. Oui, oui. Euh, pour toi, du coup, si on te dit Bédicassa, à quoi est-ce que tu penses en premier? Un mot qui te vient. Moi, je pense à espoir, parce que justement, Bedi Casa renaît de ses cendres. Bedi Casa porte un projet qui n'est pas une simple plateforme de tourisme, etc. Il y a un vrai projet de société derrière. Déjà, sur la partie hébergement, il y a un engagement fort. Mais en plus, bah, il y a la volonté maintenant carrément de trouver des logements pour des personnes plus en difficulté. Il y a un vrai projet de société. Il y a la volonté d'accompagner aussi des projets d'accueil pour aller plus loin dans la démarche éthique, qu'elle soit solidaire ou écologique. Donc pour moi, c'est le mot espoir, et l'espoir, il est nourri que d'une chose, c'est l'action. C'est-à-dire, on pourrait croire à Bedi Casa qui arrive, qui est tout beau, tout neuf et qui a un joli discours, et puis on se rend compte que ça ne suit pas derrière. Or, Bedi Casa a une histoire, et moi, c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir. Donc voilà le mot espoir pour Bedi Casa. J'avais suivi on va dire le premier épisode. Après, il y a eu le passage Luana et maintenant Bedi Casa revient. Et en tant qu'entrepreneur, je vois bien les difficultés concrètes. Et quand je vois en effet la capacité de résilience et de redémarrage, j'ai beaucoup d'espoir. Voilà, et je suis très content qu'il y ait ce rapprochement parce que je ne sais pas si Etika Mondo a suffisamment d'épaules pour vraiment participer à ce renouveau, mais en tout cas, ça me semblait absolument incontournable qu'on soit là. Oui, complètement. Bah, nous, on est ravis de vous avoir et on espère faire de grandes choses ensemble pour notre biodiversité, pour notre planète. Ce serait vraiment génial. Est-ce que pour terminer, tu aurais, donc tu nous as déjà donné quelques petites anecdotes sur les hébergements, sur comment vous avez vécu des choses fantastiques avec Etika Mondo, mais est-ce que tu aurais une dernière chose que tu souhaiterais nous partager? Peut-être une question que j'ai oublié de te poser, que tu voulais rajouter, n'hésite pas. Je dirais le seul sujet qu'on a peu abordé, c'était très complet, bravo pour cette série de questions, c'est peut-être la dimension famille. Beaucoup de gens nous ont interpellés et nous interpellent encore sur la difficulté. Il y a deux niveaux au niveau de la famille, de la difficulté familiale. C'est l'un des deux, où madame ou monsieur est convaincu et le ou la partenaire ne suit pas, voire n'est pas du tout à l'aise avec l'idée de changement. Et ensuite, l'autre dimension, c'est les enfants. Donc, je vais commencer par les enfants parce que c'est peut-être à la fois le plus compliqué, puisqu'on est responsable des enfants, là où on n'est pas responsable de son ou de sa partenaire. Et en même temps, quelque part, c'est le plus simple, puisqu'on a l'autorité parentale. Je tiens à rassurer tout le monde. Nous, on est passé par des épisodes très peu confortables, en toute sincérité, quand on fait des travaux chez soi, qu'on est obligé de se reclure dans une chambre. Nous, on a vécu un peu plus d'un an, donc 20 mètres carrés avec nos quatre enfants à deux, de l'intimité au confort, et puis même, il faut nettoyer tous les jours parce que plus on est dans un espace, plus ça se salit vite. Outre le rangement, hein, j'entends la poussière, les machins, c'était assez terrible. Bah, pour autant, avec un peu d'organisation, même si je ne vais pas cacher que des fois, on a été un peu dépassé. Donc, des fois, ben, on était là, mon Dieu, on a cumulé, c'est un bordel, vite. Il n'empêche qu'on a réussi à avoir des enfants heureux, on a réussi à avoir des enfants qui s'en sortent très bien à l'école, dont un qui a sauté une classe et tous les autres qui jonglent entre les encouragements et les félicitations. Et oui, c'est vrai, on a eu un rythme soutenu, on peut le dire, mais ça s'est fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant en termes d'éducation de montrer à nos enfants que la vie n'est pas toujours simple et qu'avec du courage et de l'abnégation et un brin d'intelligence, parce que si on ne fait que travailler sans prendre du recul, on peut prendre un poteau en pleine poire, on peut évoluer dans sa qualité de vie. Et moi, je suis content de leur transmettre ça là maintenant qu'on a une pièce toute belle, toute faite, ils en ont fait leur chambre. Ils se régalent, ils sont heureux. Il faut aller les chercher de leur chambre pour leur dire, hey, il y a autre chose dans la vie, ils sont vraiment bien. Et du coup, voilà, oser, les enfants s'adaptent. Et évidemment, par contre, il faut leur parler aussi s'il y a un déménagement. Ça peut être
difficile pour l'enfant qui s'est construit toute une relation sociale et qui va perdre ses amis, etc. Donc, il faut accepter aussi que l'enfant ne soit pas forcément au même rythme et besoin d'un temps de deuil par rapport à une vie passée. Surtout quand on quitte une zone de confort pour aller dans les travaux, dans le changement, dans le doute aussi. Mais voilà, je peux que vous encourager à y aller. Et sur le couple, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend de l'état de santé du couple, hein, en termes d'affection, en termes de confiance. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Je dirais, n'hésitez pas à prendre le temps. Des fois, il faut accepter que le temps fasse son affaire, ne pas hésiter à se faire accompagner. J'ai tendance à voir qu'il y a beaucoup de couples qui vont se faire accompagner que sur le volet psychologique, ce qui est intéressant, oui, mais j'ai envie de mettre sur la table aussi la dimension coaching. Pour moi, la psychologie a beaucoup de pertinence pour mieux se comprendre dans la construction de notre fonctionnement mental. Le coaching, c'est quand même l'idée de se projeter. Et je trouve ça intéressant parce que bah, souvent la situation est sur une question de projection, pas forcément de problématiques passées. Et j'ai envie de dire aussi, surtout les couples où les deux travaillent, des fois, ça vaut le coup de prendre un risque et que l'un arrête le boulot pour aller explorer justement des possibles, puisque l'autre bosse. Ça permet justement bah, que la personne qui a vraiment envie de vivre une autre vie le vivre dans sa vie. Un couple ne doit pas nous enfermer, doit nous épanouir. Donc c'est sûr, c'est dur de nouveau. Est-ce que la confiance, est-ce que le fait que ça évolue, c'est pas un début de séparation? Pas forcément. Le fait de s'étouffer, ça risque de mener à une séparation. Alors que si la personne qui a besoin d'explorer peut le faire, eh ben, ça permet déjà que cette personne réponde à ses besoins, donc épanouie, donc est dans la confiance avec l'autre partenaire et que l'amour soit préservé. Et au contraire, ça permet à l'autre qui a plus besoin de rester campé sur ses positions, finalement, ensuite d'aller voir ce qui a été exploré, de prendre du recul. Et la personne qui part explorer peut se rendre compte aussi de la difficulté quand même de reconstruire l'après et donc de se rendre compte combien c'est bien aussi d'avoir une partie ancrée. Et c'est là où on peut faire ensemble le changement. Voilà, donc de la patience, de l'écoute, de la confiance et surtout, comme je le disais aussi, de la complicité. C'est ça qui est important de nourrir. Donc n'hésitez pas, en effet, bah, à profiter de vos vacances pour partir dans ce type d'expérience et la personne pas à l'aise avec cette démarche, bah, je pense que c'est important qu'elle le fasse au moins par amour pour l'autre. C'est ça aimer aussi, c'est quitter sa zone de confort pour offrir à l'autre. On revient sur l'idée de soin. Et si on offre à l'autre, bah, normalement, l'autre prend conscience du besoin de la personne. Et si l'autre n'écoute rien, bah, il y a peut-être un problème plus profond au couple. Donc ça dépend vraiment de la santé de chaque couple. Mais voilà, je dirais, sachez prendre le temps et changer vos habitudes, quitte à les changer pas à pas et un après l'autre. Ça me semble nécessaire. Voilà, et pas besoin de s'énerver quand on n'est pas d'accord. Le temps long fait son affaire, même si on est pris. C'est ça qui est difficile aussi dans nos milieux, c'est que les gens qui ont lu les rapports scientifiques sont souvent touchés par une angoisse qui est reconnue maintenant de manière médicale, la solastologie, donc l'éco-anxiété. Et il faut en prendre acte. C'est quand même inquiétant de se dire waouh, potentiellement notre espèce touche à sa fin. C'est ça que disent les scientifiques. C'est lourd, c'est très lourd, c'est très angoissant. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent ou qui vont lire ce papier de bien considérer que si dans leur couple, leur partenaire, que ce soit homme ou femme, se pose ces questions, c'est pas à la légère et c'est pas dans le déni qu'on peut répondre à ça. Et c'est important de l'accepter. Voilà. Donc pour moi, vraiment la complicité, l'écoute et accepter que même s'il faut être pressé, ben, on n'ira pas plus vite que la musique. Et il est important de ne pas casser son couple si les choses vont bien et de ne pas faire de la frustration que l'autre ne réagisse pas, une décision trop hâtive, surtout quand il y a des enfants. Moi, j'ai vu des gens aller vite dans la rupture et du coup, même pas pouvoir vivre leur vie parce qu'après, il y a la garde, il y a le machin, il y a l'argent, enfin, et c'est pire en fait. Donc, des fois, ça a été émancipateur. Il y avait des couples, ça a provoqué la séparation et c'était bien pour les deux et les enfants finalement étaient mieux. Mais voilà, tranquille, c'est complexe. Et quand c'est complexe, il faut prendre le temps. Voilà, pas de précipitation, malgré l'urgence. Il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Donc, voilà. Et je le redis, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Et voilà, ça m'embête de ramener ça à Etika Mondo, mais de ne pas hésiter à vivre des expériences comme la nôtre parce qu'il y a du vécu. Nous, notre couple aussi, à un moment, a été en difficulté parce que c'est des expériences difficiles, on ne va pas se le cacher. Et de croiser des gens qui ont du recul sur ça, ça peut aider vraiment à clarifier des intentions, des émotions,
à être rassuré, au contraire, alerté sur des projections. Voilà, n'hésitez pas, ne restez pas seul, isolé, ça c'est important. Super, bah merci Boris pour tous tes partages. J'ai essayé de prendre le maximum de notes là-dessus. Sur cette notion de couple, je te rejoins. Je pense qu'il y a parfois un qui est un petit peu plus averti que l'autre et il faut l'accompagner aussi, cette autre personne. Et aussi, ça peut être à cause de ce que l'autre vit, son travail, son engagement aussi personnel et le fait que ce soit pas forcément compatible avec tout ce qu'il fait. Mais justement, se faire accompagner et essayer de trouver les visions communes qui peuvent permettre de faire avancer ensemble. Donc, c'est ça que je retiens finalement de ce que tu nous as partagé, c'est avancer ensemble dans un collectif, mais aussi pas à pas pour trouver cette confiance et ce qui correspond à chacun. Malgré le fait que oui, on vit dans une crise où effectivement le temps est compté et où chaque personne, on vit dans une société occidentale où on est tous plus pressés de jour en jour, ben voilà, prendre ce temps, enfin, de se rappeler qu'il faut prendre le temps de se poser et de s'accompagner ensemble pour réussir. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, ben, j'ai essayé de faire sortir cette interview très vite pour que tout le monde puisse avoir toutes ces notions-là et qu'on puisse ben, venir dans vos hébergements et à vos stages le plus vite possible. En tout cas, moi, ça m'a donné encore plus envie. Eh ben, sois la bienvenue, Alexandre, avec grand plaisir de t'accueillir. Merci.